Bonsoir à tous, cela peut paraître une idée folle, construire son logement soi-même ou le rénover profondément. Et pourtant, certains n'hésitent pas à se lancer dans cette aventure car c'en est une. Et dans cette entreprise, ils peuvent se faire accompagner, s'ils le souhaitent, dans les différentes étapes pour éviter les pièges et les malfaçons grâce à des anges gardiens qui veillent au grain. Nous en avons sur ce plateau des anges gardiens de ces projets d'autoconstruction dont vous, Laurent Cornard, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes responsable du bureau Degré 47, un spécialiste en suivi de chantier d'autoconstruction. Alors première question à ceux qui nous regardent maintenant et qui ouvrent des grands yeux en disant « c'est pas possible de construire seul », vous avez envie de dire quoi ? Construire seul, peut-être que c'est un peu difficile. En tout cas, construire soi-même, c'est possible. Et c'est ce qu'on essaye de développer avec ce projet Degré 47 et l'autoconstruction. C'est de donner la possibilité de rendre la construction simple et accessible, justement, en essayant de donner l'opportunité de choisir des méthodes de construction qui sont plus accessibles, comme la construction en bois ou comme d'autres méthodes de construction. Mais moi, j'ai envie de leur dire que tout est possible. Il suffit d'essayer de bien se faire accompagner et de bien préparer son chantier. Et on verra les différentes étapes tout à l'heure. Vous nous l'expliquerez dans le détail. Cédric Durand, bonsoir. Vous êtes responsable de la SBL Bout en Traite. Et vous présentez comme référent technique en autoconstruction. Pour ceux qui se lancent ou qui auraient l'intention de se lancer, vous diriez quoi ? À quoi faut-il faire attention ? À quoi faut-il faire attention ? À ses propres exigences, je dirais, à avoir la confiance en soi et un bon accompagnement. Ouais. Et bon accompagnement, ça veut dire quoi ? Qu'on doit être suivi à toutes les étapes du chantier ? Je dirais oui. Oui. Déjà dans la conception avec l'architecte, déjà dans la réflexion du bâtiment. C'est un accompagnement qu'on a besoin pour pouvoir construire soi-même. Alors on aura l'occasion d'en parler aussi dans le détail avec vous, mais je vais vous présenter aussi Sébastien Vorbeek. Bonsoir, vous êtes autoconstructeur d'un habitat groupé, c'est à Oru, on est dans la région sonnégienne. On verra quelques images dans un instant, mais pas tout de suite. D'abord, une première impression. Vous êtes autoconstructeur, vous vous êtes lancé dans l'aventure. C'est pas encore terminé, on y viendra dans le détail. Vous diriez quoi en quelques secondes par rapport à ce mission, ce défi, parce que certains considèrent ça vraiment comme un défi. Déjà, je pense comme vous l'avez dit, être bien accompagné, je pense que c'est super important. On a fait des erreurs. Je pense que aussi le degré d'exigence qu'on avait au départ, il faut aussi un petit peu apprendre à connaître dans quelles limites on peut naviguer, je pense. Et c'est ça aussi au départ, on perd beaucoup de temps à vouloir être hyper exigeant et après on se rend compte qu'en fait on a quand même un jeu. Voilà. Et puis du temps, la disponibilité. Oui, ça on verra. La clé, le temps, effectivement, c'est peut-être la clé de tout. Alors vous, Laurent, vous proposez des stages en autoconstruction. C'était le cas pendant les vacances de Pâques, un apprentissage à la construction d'une tiny house. Donc c'est un petit habitat mobile. Vous faisiez ça à Watermal-Boisfort et une de nos équipes vous a accompagné durant quelques heures. On voit le reportage. Quand tu fais ça, essaie de prendre la lame plus grande, comme ça tu as beaucoup plus d'appui. Cet après-midi-là, des travaux pratiques sont au programme. La séance d'apprentissage théorique a eu lieu le matin. Alors les stagiaires se lancent dans l'installation électrique, le placement du coffret, des fils, des boîtes de dérivation. Des techniques pas toujours simples à maîtriser. C'est quelque chose qui me fait quand même un peu peur. Je me dis, ah oui, si je mets mal un fil ou quoi, il peut vraiment y avoir un problème et ça peut vraiment être dangereux pour les personnes. Donc j'essaie vraiment de me concentrer, mais les parties théoriques aident quand même à comprendre la pratique, ce qu'on fait ici. Donc voilà, je crois que je commence à mettre les pièces du puzzle ensemble. Comprendre comment construire une tiny house, assimiler la logique d'assemblage, établir une stratégie. Voilà ce que permet ce stage. Ici, toutes les erreurs sont permises. L'équipe d'encadrement est là pour les corriger. Toutes les méthodes que je mets en place, que ce soit pour poser une fenêtre, que ce soit pour faire l'électricité, que ce soit pour faire la plomberie, que ce soit pour faire l'ossature en bois, que ce soit pour faire le bardage, j'essaie au maximum de rechercher des méthodes qui sont plus simples et accessibles pour des personnes qui n'ont pas forcément les moyens et de vraiment essayer de démystifier la construction et de donner accès à des personnes qui n'ont
pas d'expérience. L'idée est aussi d'utiliser au maximum du matériel de récup, comme ces palettes qui serviront au bardage de la tiny house. C'est un mur où on a commencé à déjà placer le bardage. Donc là, c'est toutes les lattes de palettes qu'on essaye d'assembler, de redécouper pour que tout corresponde, parce qu'il y a des planches qui ont des hauteurs différentes, il y en a qui sont plus fines que d'autres, et donc on essaie de les assembler. Ça donne un petit côté un peu rustique, mais je crois que c'est de la chouette récup, donc on reste comme ça pour l'instant. Un apprentissage basé sur l'entraide et la collaboration. C'est essentiel lorsqu'on se lance dans l'autoconstruction. Bien voilà, Laurent, là on est sur une tiny house. Il y a des projets évidemment avec une importance beaucoup plus grande, de véritables maisons que vous avez déjà accompagnées. Alors on va dire une chose, il faut d'abord des plans d'architecte, il faut une demande de permis. Donc les professionnels, quand on se décide à autoconstruire, on en a besoin de toute façon. C'est ça. Moi, ce que j'essaye de vraiment pousser, c'est de démystifier la construction, mais de quand même accorder l'importance sur l'importance de la sécurité sur chantier aussi. Il faut faire attention à ce que, comme on disait, c'est que la structure doit être correctement calculée, qu'il faut quand même qu'il y ait des plans d'urbanisme, des plans d'architecte. On essaie de consulter, de vérifier un peu toutes les phases du chantier et de voir pour lesquelles il faut faire déléguer par une entreprise, parce qu'on n'est pas là pour faire de la concurrence aux corps de métier qui sont spécialisés là-dedans, mais de faire parfois de l'accompagnement ou de voir en fonction de l'autoconstructeur, à quelles étapes du chantier ils se sentent plus à l'aise. Oui, alors pour vous, Cédric, quand on dit je vais autoconstruire, est-ce qu'on autoconstruit à 100% ou alors il y a des choses, on se dit non, là il faut vraiment que je le confie à une entreprise parce que j'ai pas la technique, j'ai pas le tour de main et puis j'aurai des garanties si je fais appel à un professionnel. Oui, ce que nous proposons en tout cas chez Bout en Traite, c'est un accompagnement de A à Z. Alors tout dépend de savoir si l'autoconstructeur jusqu'où il veut aller et s'il a besoin de garanties ou d'autres choses, il peut demander de faire le toit par exemple pour la garantie décennale, de la pose des châssis, c'est pas des choses que l'on fait, c'est des choses qu'on fait faire. Donc tout ça c'est pour vraiment protéger le bâtiment et l'autoconstructeur pour avoir un bâtiment sain et protégé pendant 10 ans, enfin plus que 10 ans évidemment. Ouais, donc pour la garantie, c'est parfois essentiel de faire appel à des professionnels. Oui. Et alors il y a d'autres choses, hein. On peut penser par exemple aux chapes ou on peut penser au plafonnage. Alors on sait que c'est très compliqué parfois d'avoir le tour de main. Pour ça, est-ce qu'on peut aussi décider de le faire soi-même ou alors mieux vaut déléguer, on va dire? Moi, je pense qu'il faut tenter de le faire soi-même, parce que chaque chose qu'on peut faire soi-même, c'est ça de gagner, en fait. C'est ça de prix sur l'ennemi, on va dire. Tout cet argent qu'on a besoin pour construire une maison. Et alors, quand on s'investit, on est tous capables de le faire. On a besoin d'avoir un accompagnant. C'est de ça qu'on a besoin. Et on peut aussi dire, je ne suis pas capable de faire ça, je préfère le faire faire. Il faut aussi jauger, savoir jusqu'où on peut aller. Voilà. Alors Sébastien Verbeek, on va revenir un petit peu sur votre projet des Granges de la Gageole. Vous n'êtes pas tout seul, hein. Il y a 15 familles qui ont racheté un domaine agricole avec des terrains de 8 hectares et puis tout un corps de ferme. Et donc on va voir quelques images, elles nous viennent de nos confrères d'Antenne Centre. Et donc l'idée c'est de construire 15 maisons. Alors, vous auriez souhaité le faire en autoconstruction. On a revu les plans, on a changé son fusil d'épaule par rapport à ça chez vous? Oui, alors je pense que la spécificité de notre projet, c'est qu'on a vraiment la volonté d'être en autonomie alimentaire, autonomie énergétique, avoir un cycle de l'eau fermé. Donc on a énormément de projets, c'est quand même assez ambitieux. Et l'autoconstruction, au départ, n'en était pas, ne faisait pas partie vraiment du projet. La raison pour laquelle on s'est lancé là-dedans, c'était pour faire des économies substantielles, pour pouvoir accueillir un profil plus large de personnes. Et donc, on a démarré, on s'est laissé embarquer. L'architecte était hyper motivé et motivant. Et donc, on a démarré, mais ensuite, on pensait tout faire nous-mêmes. On a assez vite déchanté, je pense, en termes de... On n'était pas beaucoup de bricoleurs. Vous avez quand même construit 3 maisons, plus la maison commune. Et oui, effectivement. On a quand même fait déjà pas mal, effectivement. Et donc, c'était quoi, en fait? C'était le temps qui vous manquait? C'était l'expertise qui vous manquait ou Alors, je pense, au départ, les compétences, quoique Laurent apprend très bien. Oui, donc Laurent a un peu supervisé une partie de votre chantier. Exactement. Et continue à le faire, d'ailleurs, pour les parachèvements, pour une des maisons, en tout cas. Continuez, Sébastien. Oui, donc...
Donc vous avez fait appel à l'expertise de Lorraine, vous vous êtes lancé. Voilà, on s'est lancé et effectivement, on a pu faire le gros œuvre de deux maisons. On a pu faire toute la maison communautaire, on a aussi encore fait des pièces communautaires. Donc effectivement, on a quand même bien avancé, mais en fait, à un certain moment donné, on s'est rendu compte qu'on allait un peu s'épuiser en termes d'énergie et qu'on en avait encore besoin beaucoup pour le projet agricole et tout ce qui allait venir. Donc c'est un peu la décision qui a été prise, c'est juste de laisser le gros œuvre fermé à une entreprise, mais ensuite, chaque entité individuelle, parmi les 15, ont le choix ensuite de faire appel à un entrepreneur pour le parachèvement ou de le faire en autoconstruction, ce que la plupart vont faire en fait. Ouais, et donc ça qu'on se rend compte à un moment donné qu'on n'a pas tout pris en compte. Cédric, est-ce que c'est quelque chose qui arrive régulièrement dans ce type de chantier? On essaye que non, on essaye de prendre tout en compte avant de commencer. En tout cas, voilà, tout dépend un petit peu du début du projet, de par quoi on a commencé, est-ce qu'on s'est fait directement accompagner ou est-ce qu'on est parti dans une idée avec une bande de copains. Oui, ça vous déconseillez, quoi, se lancer avec une bande de copains. Il vaut mieux avoir des professionnels à la base qui établissent un cahier des charges et un planning. Je dirais que ça doit partir d'une bande de copains et puis après on se fait accompagner des personnes qu'on a besoin pour aller jusqu'au bout. Mais ça part toujours d'une idée de communauté, d'une idée de vivre ensemble, de construire ensemble, de partager. Donc ça part d'une idée de copain, je pense. Ouais. Il y a vraiment une philosophie particulière, vous pensez, pour ceux qui se lancent dans ce processus d'autoconstruction? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de... Enfin, moi, toutes les personnes qui me contactent et qui veulent se lancer dans ce projet, c'est souvent une remise en question de notre manière d'habiter, de remise en question de l'habitat, de dans quoi est-ce qu'on veut construire, dans quoi est-ce qu'on veut vivre. Et on dit souvent que construire sa maison, c'est se construire soi-même, finalement. Et il y a énormément de remise en question sur le choix de comment on veut le construire, quels matériaux, quelle méthode de construction, comment on veut... d'où viennent les matériaux. Et c'est là où il y a beaucoup de valeurs et je sais pas, je trouve que c'est ce questionnement-là qui prend au-delà du budget et du planning, etc. C'est là où il y a un rapport humain incroyable et entre les personnes, l'expérience qui est vécue. Oui, mais pour vous, Sébastien, maintenant, donc votre maison, ce sera un gros œuvre fermé, et à l'intérieur, vous allez faire tout vous-même, c'est ça, en tout cas, c'est l'idée que vous avez aujourd'hui? Oui. Ouais. Et donc, par rapport à ça, il y a des techniques spéciales, puisque vous voulez faire une maison très basse énergie, voire passive, donc tout ce qui est étanchéité, etc. Comment vous allez vous y prendre? L'étanchéité à l'air, la maison internationale, comme on l'appelle, communautaire, nous a servi un peu de Donc ça, de terrain d'entraînement. c'est une maison qui a servi à faire toutes les erreurs, si j'ai bien compris, ou tous les essais. Oui, ou le niveau d'exigence était très haut aussi. Oui, le niveau d'exigence très très haut. Ouais. Mais je pense qu'on a quand même eu pas mal de difficultés là, on a déjà pas mal challengé tout ça, donc je pense que ça va être plus simple, cette mise en niveau-là. Après, parlant de plafonnage et parlant de chap, voilà, j'ai eu l'occasion de déjà faire ça auparavant et personnellement, je vais déléguer parce que... Oui, ça c'est vraiment trop compliqué. C'est-à-dire que je pense qu'il y a vraiment... C'est un métier, quoi. C'est vraiment un métier et ça, je ne vois pas la plus-value que je le fasse. Je suis content de l'avoir essayé, comme tu disais, d'essayer de connaître son tropisme. Je trouve ça super gai, super intéressant philosophiquement. C'est questionnant comment vivre dans notre habitat et tout ça aussi, et d'où ça vient. Donc voilà, mais c'est... Oui, parce que, disons-le aussi, vous avez installé un chauffage en géothermie. Donc par rapport à ça, là encore, on est vers des techniques où la complexité est quand même très grande. Et il y a une partie du travail que vous faites en équipe alors. Après, voilà, oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que comme on a des experts qui nous chapeautent, donc les bureaux d'études et tout ça, qui nous disent, voilà ce que vous pouvez faire vous-même, vous allez faire telle économie. Donc, faire des tranchées et mettre des tuyaux dans le sol pour la géothermie, c'est pas compliqué. Après, les connexions, ça, c'est eux qui les font et on les rémunère pour ça. Donc, c'est-à-dire qu'eux, ils réfléchissent avec nous pour savoir où on peut faire des économies et où est-ce qu'on peut faire des choses sans que ça nous prenne trop d'énergie par rapport au reste du projet. Donc, oui, il y a toujours à un certain moment une balance à faire, quoi, Laurane, quand on se lance dans ce processus. Oui, je pense que c'est là qu'il faut jauger. Et on parle souvent du triangle les trois raisons pour lesquelles souvent, quand on se lance dans un projet, on se dit, voilà, j'ai pas beaucoup d'argent, j'ai envie que ce soit fait rapidement et j'ai envie que ce soit bien fait. Et ces trois pôles comme ça qui font que si on veut que ce soit bien fait et qu'on n'a pas beaucoup d'argent, souvent, ça va prendre un peu plus de temps. Enfin, on sait rarement obtenir les trois. En fait, c'est vraiment un cercle... Enfin,
Et donc, il faut arriver à comprendre pour quelles choses on a envie que ce soit vraiment bien fait, quitte à mettre un peu plus d'argent là-dedans, pour, comme tu disais, pour les techniques et pour les côtés un peu plus délicats du chantier. Et pour d'autres choses, on a plus l'occasion de laisser du temps parce qu'on privilégie le fait qu'on veut vraiment sauver de l'argent sur cette phase-là. Et donc, c'est là où il faut trouver un juste milieu sans forcément trop juger ou être trop exigeant par rapport à ça et de juste... d'en discuter, de se faire justement accompagner, d'essayer d'aller voir d'autres projets, d'essayer de vraiment prendre connaissance de tous les impacts de chaque étape et de trouver ce qui nous convient le mieux, ce qui convient le mieux aux autoconstructeurs. Oui, parce que vous, Cédric, quand on a préparé l'émission, vous m'avez dit, c'est mieux de prendre 1 an de congé pour se lancer dans l'aventure. Et 2, vous m'avez dit également, il faut être détaché. Ça veut dire quoi, ça ? Pas trop exigeant avec soi, il faut se préserver, hein. C'est un gros volume de temps, c'est un gros volume d'énergie et il faut se préserver. Donc c'est-à-dire en étant moins exigeant, on peut se préserver. Donc si on est un peu fatigué, on peut avancer plus doucement, ralentir un peu, il faut s'alléger un petit peu. C'est bien souvent nos exigences qui nous amènent à péter un plomb. Ouais. Ce qui arrive, Sébastien. Ce qui arrive, oui. Ouais. mais c'est là que je pense qu'être autoconstructeur, juste une famille de 2 personnes là-dedans, ou être un groupe de 27 adultes, permet d'avoir plus de résilience aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a quelqu'un qui sent que son énergie n'est plus là et qui doit se retirer, ça ne met pas à mal tout le groupe. Et c'est ça un peu l'idée aussi d'être au plus on est, en fait, au plus on peut se permettre de se respecter individuellement. Et donc l'un peut motiver l'autre quand on passe par des phases de découragement, parce que ça aussi, ça arrive, j'imagine. Oui. Et puis il y a des petits défis aussi, quand tu parlais de la noblesse aussi de certains travaux qu'on a envie de faire, par exemple travailler l'argile. Voilà, c'est gai qu'on ait plusieurs à vouloir se former et de pouvoir y travailler ensemble. C'est motivant de faire ça ensemble. Il y en a qui font des formations. Et ce que j'ai vu aussi, et je ne sais pas si ça arrive souvent, mais en tout cas je l'ai vu régulièrement dans les exemples dont j'ai pu prendre connaissance, c'est les chantiers participatifs, et donc avoir plusieurs personnes. Il y a d'ailleurs une association qui existe aujourd'hui pour favoriser cette participation à un moment donné, qu'on se retrouve à travailler tous ensemble, quoi. Voilà. C'est les bâtisseurs accueillants. Ouais, et on est tous les 2 référents techniques dans cette ASBL. Et en fait, c'est ce qui permet d'organiser les chantiers participatifs en Belgique. Et donc, on crée une sorte... sur le site internet, tous les documents sont disponibles. Et pourquoi c'est intéressant de faire ce type de chantier, selon vous, dans un processus d'autoconstruction, de chantier participatif ? Mais je pense que ça permet aussi de créer ce que Sébastien venait de dire par rapport au fait que tous ensemble, on se motive aussi et d'avoir sur des chantiers des nouvelles énergies, donc des personnes qui viennent apprendre sur les chantiers des autres. Il y a un très chouette rapport d'expérience entre les participants. Et donc, c'est vraiment le bâtisseur accueillant, c'est l'autoconstructeur qui vient accueillir des gens sur son chantier pour leur montrer comment faire. Et c'est pour ça aussi qu'on essaye de toujours avoir un référent technique, donc une personne qui vienne pour chapeauter un peu le chantier, pour apprendre à tout le monde, pour qu'il n'y ait pas... Et puis j'imagine que pour l'isolation, par exemple, à certains moments, c'est un sacré gain de temps de faire ça à 20 que plutôt de faire ça seul, quoi. Oui. C'est nettement plus convivial. Oui, c'est ça, quand on a entre 800 et 1000 ballots à poser. Ouais, ça c'est quand on isole avec du foin, c'est ça? Ça c'est quand on isole avec de la paille. Avec de la paille, pardon. J'insiste. Ouais. Je suis néophyte. Et donc des ballots de paille, effectivement, en termes de main d'œuvre, ça prend énormément de temps et donc vaut mieux. Oui, et puis c'est convivial. On peut faire un barbecue avec les copains ou les personnes qui viennent voir un peu comment faire. Et les autoconstructeurs, avant même de partir sur un nouveau projet, vont s'intéresser à ce genre de chantier participatif pour voir un peu vers quoi ils auraient envie d'aller. Ça crée du lien, il y a ce partage de savoir qui est là. Et c'est une manière complètement différente de la construction. Il y a quelque chose d'humain derrière tout ça. Ouais. Alors une question, Laurane, parce que j'ai bien compris, Sébastien, que vous étiez plutôt bricoleur. Donc il y a pas mal de choses que vous saviez déjà faire avant de vous attaquer à ce chantier d'autoconstruction. Est-ce que ceux qui n'ont pas cette possibilité, ceux qui ont 2 mains gauches, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent y aller aussi? J'en suis convaincue. C'est souvent arrivé sur des chantiers, des personnes qui viennent autant sur des chantiers participatifs que
dans des formations que j'organise, des personnes qui n'ont jamais touché un tournevis de leur vie, qui se disent toujours « Ah, mais non, moi, les cadres dans ma maison, c'est toujours mon mari qui les met. » Et en fait, finalement, après une journée, on leur apprend... Ouais, mais entre mettre un cadre et monter une maison, il y a quand même une sacrée différence. Mais justement, hein, les personnes sont souvent effrayées au début à l'usage des machines. Et à partir du moment où on essaye de transmettre voilà, le fonctionnement de cette machine, quels sont les risques, quel est le pire qui peut arriver, et à partir du moment où on donne un peu tous les outils en place, tous les aspects de chaque outil, de chaque phase, de chaque étape qu'on doit mettre en place, quand on explique, je pense que ça démystifie un peu et les personnes ensuite se sentent justement capables de faire ça. Et vous diriez quoi, Cédric, par rapport à ça ? C'est un peu le rôle du référent technique. Ouais. C'est le rôle du référent technique d'observer un petit peu, de donner confiance et puis d'amener l'outil au fur et à mesure. Et donc vous pensez que c'est possible de démarrer quasiment de rien, sans avoir jamais bricolé ou Oui, j'aurais juste envie de proposer plutôt d'aller dans des chantiers participatifs justement pour aller acquérir des compétences avant de se lancer dans un projet. Et c'est pour ça qu'on a créé les bâtisseurs accueillants avec cette bande de super belles personnes. Et voilà. Et vous, Sébastien, qui avez vu d'autres personnes qui n'avaient pas de compétences à la base, comment elles s'en sont sorties ? Vous m'aviez dit que c'était peut-être déjà un petit peu plus compliqué pour elles. Oui, mais c'est super gai parce que en fait, c'est ça. Les gens arrivent avec beaucoup d'a priori en se disant, c'est un peu une construction aussi éducative, d'éducation, en disant, moi, je sais pas faire ça. En fait, si, regarde comment ça fonctionne et en étant pédagogue, en fait, la personne voit qu'elle devient autonome et que c'est possible de le faire. Après, elle peut décider qu'elle n'aime pas le faire ou qu'elle aime... Mais en fait, elle se rend compte que tout est possible. Et ça, effectivement, je pense qu'avec un peu de pédagogie... Et donc, en ayant effectivement des assurances sur la stabilité du bâtiment, sur tous les éléments essentiels de la construction, quoi. C'est ça, il faut clairement assurer, être conscient des dangers aussi et de l'impact. On construit une maison dans laquelle des personnes vont habiter, donc il faut être conscient des risques et c'est pour ça qu'il faut être préparé dès le départ. Mais je pense qu'une fois que s'il y a une bonne communication entre les autoconstructeurs, entre les référents techniques, entre l'architecte, le bureau d'ingénieurs, tous les intervenants du chantier, c'est comme ça qu'on peut justement facilement y arriver, en tout cas en sécurité et dans le confort. Alors la question qu'on n'a pas encore posée et que vous vous posez peut-être devant votre écran, c'est combien on économise en se lançant dans l'autoconstruction ? Vous avez une idée, Cédric, ou c'est compliqué à dire ? C'est compliqué à dire. Ouais. Oui, c'est compliqué à dire. Tout dépend de l'implication des personnes. Si on travaille un jour semaine, ça va être difficile. Enfin, tout dépend de l'implication de chacun. Des contacts, un petit peu tout ça, du nombre de personnes qui vont participer aussi. Donc le fait de motiver les chantiers participatifs, accueillir correctement les personnes qui viennent avec un bon repas, une bonne soupe. Ouais, pour vous, il faut toujours essayer d'avoir à un moment donné un chantier participatif quand on se lance. Ça peut aider, d'après ce que je comprends. Hein, Oui, je vais changer ce que je viens de dire. D'accord. Je dirais plutôt que pour la construction, on peut pas. Il y a une sécurité, il y a danger partout. Donc, en fait, beaucoup trop de personnes sur un chantier, ça peut être problématique et difficile à gérer. Donc, en fait, on essaye d'avancer et de phaser un peu qu'est-ce qui peut être en participatif et qu'est-ce qui ne doit pas l'être. D'accord. Et vous, l'économie, est-ce que vous pouvez la chiffrer, Laurane ? Moi, de ce que j'ai entendu... Une fourchette, une fourchette. Oui, c'est ça. Mais en général, on a souvent... en moyenne, on dit souvent que si tu économises le prix de la main-d'œuvre, on réduit le prix de la construction de 50%. Et en payant que le prix des matériaux. Après, moi, je ne suis pas forcément d'accord et on constate souvent que les autoconstructeurs vont souvent faire le choix de matériaux plus locaux, plus écologiques, ou vont un peu changer et prendre des matériaux, vont se permettre de prendre des matériaux un peu plus chers parce qu'ils veulent mettre beaucoup plus de valeur dans les matériaux choisis pour avoir un habitat plus écologique, ne fût-ce que pour le développement durable, que pour la santé. Et donc, on remonte peut-être à 30% d'économie. Mais tout ça, c'est encore très vaste. Et je pense qu'aujourd'hui, surtout, on est en pleine crise où le prix des matériaux a doublé, triplé. Donc, c'est très difficile de réégaliser ça et de réestimer. Donc, il y a une économie, mais je ne suis pas sûre qu'il faille compter en pourcentage ou laisser vraiment comparer. Il faut se rendre compte que c'est un investissement financier, mais au-delà de l'investissement financier, de l'économie sur le projet, c'est aussi
l'expérience humaine et l'aventure et la fierté de le faire. Et vous avez réussi à chiffrer, Sébastien C'est-à-dire que quand on parle du terme économie, si on parle argent, avec le paradigme argent, ça c'est une chose, je pense qu'on est peut-être sur entre 30-50%, je dirais, et à partir du moment où on a besoin d'une entité chapeautrice ou chapeauteuse, là on se rend compte qu'on est plutôt à 25% d'économie. Mais je pense que ce qu'il faut aussi prendre dans la balance, c'est le temps et l'énergie que ça prend. Et ça, c'est un autre paradigme, je pense qu'il fait partie de ça. Donc ça va un peu, comme tu expliquais tout à l'heure, c'est de se dire, tiens, quel boulot est-ce que je fais à côté, quel est le rapport, argent, voilà. Je pense que c'est l'économie. Si on parle que argent, je trouve que c'est un peu simpliste. Je pense qu'il faut aussi beaucoup penser au temps et à l'énergie que ça prend dans voilà, écoutez, on va vous souhaiter bonne chance pour la suite, parce que vous, là, vous allez vous lancer bientôt dans la finition, dans le parachèvement, et donc l'idée, c'est que vous puissiez rentrer mars 2023, c'est ça, avril 2023 Alors, ou, oui, les dates sont des fois un peu extensibles, mais c'est-à-dire que maintenant qu'on est au niveau construction, on est en train d'aboutir à ça, on met un peu tous les projets, aussi les plantations par rapport au projet permacole qui va tout autour. Ça, c'est le projet agricole sur les 8 hectares que vous avez par ailleurs. 8 hectares, et on est en train d'acquérir 3 hectares supplémentaires. On espère acquérir, pour lequel d'ailleurs on a fait si je peux me permettre un petit peu de communication, mais sur lesquels on est en train de faire un appel à dons aidé par la Fondation Roi-Baudouin pour acquérir 3 hectares supplémentaires pour les extraire de l'agriculture conventionnelle pour pouvoir en faire. Et donc le planning, c'est entrer au plus tôt, vous allez me dire, mais si vous me disiez... Alors, avril 2023. Très bien, Ouais. c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Merci en tout cas d'être venu partager vos expériences sur notre plateau, et puis qui sait, ça vous donnera peut-être des idées pour vous lancer dans l'autoconstruction ou dans la rénovation lourde. Merci d'avoir été présent sur ce plateau. Merci. Autrement, c'est terminé pour ce soir. À très bientôt. Portez-vous bien.